Bonjour, je suis Daniel Neville, je suis vice-président de la Fédération française des matériaux et de la FAS. Ce webinaire porte aujourd'hui sur surface corrosion durabilité. Donc la FFM et la FAS organisent tous les mois un webinaire sur les matériaux. Le prochain aura lieu le 23 avril. Et pour rappel, la Fédération française des matériaux organise cette année le congrès sur les matériaux du 16 au 20 novembre à Grenoble. Toutes les informations sont sur le site de la FFM et vous avez jusqu'au 13 avril pour soumettre vos résumés pour ce congrès. Je vais laisser la parole à Sylvie Lartigue qui va présenter les conférenciers d'aujourd'hui. Merci Sylvie. Émilie Huby et Jean-Michel Péclin sont enseignants-chercheurs dans l'équipe Matériaux pour le génie civil à l'Institut Jean Lamour à Nancy. Émilie Huby étudie l'altération des matériaux du patrimoine bâti sous variations thermo-hydriques, notamment le comportement au feu. Dans sa thèse, qui portait sur la réponse de matériaux à ce type de contraintes obtenues par suivi climatique, elle met au point une méthode d'analyse non impactante pour étudier l'évolution des pierres de la basilique Saint-Rémy de Reims. Jean-Michel Mechlin est professeur et responsable de l'équipe. Ses recherches concernent l'étude de la chimie, de la minéralogie, des propriétés physiques et mécaniques des ciments et des bétons. Il a développé des interactions avec l'industrie autour de questions concernant par exemple le recyclage du béton, l'autocicatrisation des bétons par procédés biologiques. Jean-Michel Mechlin s'intéresse aux mortiers anciens depuis une vingtaine d'années, sous leurs aspects technologiques, historiques et génie civil. Il s'agit de déterminer leur formulation et reconstituer les mélanges. Il est sociétaire de l'Académie Lorraine des sciences. Le titre de leur présentation aujourd'hui est Notre-Dame de Paris, des mortiers historiques aux matériaux de la reconstruction des voûtes. Jean-Michel, vous avez la parole pour 15 minutes. Ensuite, Émilie Huby prendra la parole à son tour. Merci bien. Merci pour la présentation. Vous m'entendez? Oui, Ok. Merci tout d'abord de nous avoir invités pour ce webinaire. Pendant que vous nous présentiez, on vous entendait pas trop bien, on avait un souci de micro. Je vous remercie également pour la présentation que vous avez faite. On a retrouvé le son, tout va bien. Donc, cette présentation va se faire à deux voix. Émilie, Ubi et puis moi-même. Euh, alors, je regarde si tout fonctionne bien. Donc, on va vous parler donc de Notre-Dame de Paris et donc des mortiers historiques pour ce qui me concerne. Et Émilie a travaillé sur les matériaux de la reconstruction des voûtes, donc elle sera la deuxième partie de ce webinaire. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour la partie, on va dire, historique sur les mortiers de la cathédrale de Paris, ces résultats de recherche, en fait, s'inscrivent dans le cadre du projet scientifique qui s'appelait Chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, qui a été financé et co-géré, en fait, par le CNRS et le ministère de la Culture. Pour ma part, j'étais dans le groupe de travail Pierre. Émilie a travaillé elle aussi dans le groupe de travail Structure sur cette partie du chantier scientifique. Mais mis à part le chantier scientifique, il y avait l'aspect, on va dire, plus visible du chantier de reconstruction de la cathédrale, qui était l'établissement public pour lequel les travaux d'Émilie ont été grandement financés. Alors, pour la partie donc des mortiers historiques, je vais essayer d'être relativement court, donc en un quart d'heure à peu près. Alors pourquoi étudier donc les mortiers anciens? On peut se poser cette question. Donc l'objectif ici de l'étude est, on va dire, principalement historique. C'est de répondre à certaines questions donc, que se posent les archéologues et les historiens de l'art. On a donc cherché à caractériser donc les mortiers anciens, c'est-à-dire connaître leurs composants, voir un petit peu quelles étaient les propriétés de ces mortiers et voir s'il y avait une régularité en fait des mortiers. On voulait également savoir si les mortiers en fait étaient adaptés à leurs différents usages. Au niveau de la cathédrale, par exemple, des mortiers qui pourraient être plus résistants, moins résistants, ou certains mortiers qui pourraient, par exemple, être étanches. Et puis l'autre question, surtout, était de savoir si les mortiers ont été constants autour des 80 années de construction de la cathédrale.
Donc, est-ce que les constructeurs se repassaient la formule ou pas? En fait, l'idée est de savoir un petit peu ça. Et accessoirement, on peut refaire également une formule de mortier équivalent qui peut être utilisée pour la restauration de la cathédrale. Alors, l'incendie de la cathédrale de Paris a été un gros dommage, évidemment, mais une très belle opportunité, entre guillemets, pour les scientifiques, parce que, comme vous le voyez sur ces images, la cathédrale a été entièrement remplie d'échafaudages, et donc ça a permis à des tas de scientifiques, moi-même et plein d'autres, on était environ 200 scientifiques au niveau du chantier, à intervenir. Et donc, beaucoup de scientifiques ont pu aller dans les échafaudages, aller voir à droite et à gauche, faire des prélèvements et observer des tas de choses qui sont inobservables en temps normal. Et là, vous nous voyez en train de faire des prélèvements, par exemple, à 32 mètres de haut, sur les voûtes de la cathédrale. Et en temps normal, ça, c'est quelque chose de très, très compliqué à faire, même si on veut y aller éventuellement avec une échelle, enfin pas une échelle, mais un système de bras autoporteurs, c'est très très compliqué de faire ce genre de prélèvement. Alors les prélèvements ont été faits donc de plusieurs façons. Donc 250 échantillons à peu près ont été prélevés. Donc des prélèvements ont été faits, on le voit ici, parfois par carottage. D'autres ont été faits directement sur les mortiers, sur des pierres qui sont tombées durant l'incendie. Et puis des prélèvements donc directement comme ça sur les voûtes. On voit d'ailleurs par endroit au niveau du pointeur que par endroit donc les mortiers étaient assez épais et donc il était possible de faire des prélèvements de manière relativement aisée. Alors l'approche maintenant, en quoi consiste-t-elle? Ben, un mortier déjà très simplement c'est un mélange de granulats, de liant et d'eau. Et puis, on a de l'air également, des bulles d'air qui rentrent dans ce mortier. Alors là, je vais parler d'air occlus, c'est-à-dire des bulles, en fait, des pores qui ont une taille en gros supérieure à 0,5 mm, donc c'est-à-dire des pores qui sont visibles à l'œil nu. Alors au Moyen Âge, en fait, on cherche à retrouver les formules du Moyen Âge. Donc on avait donc ces différents constituants qui sont présentés ici sur un mètre cube. Et au cours du temps, eh bien, évidemment, le mortier a évolué puisqu'il est passé de l'état fluide à l'état durci. Ici, avec des réactions chimiques qui sont on ne peut plus simples, hein. C'est la carbonatation de la chaux qui se transforme en calcite, calcite d'ailleurs dont est issu la chaux initialement. Et au cours de ce processus, eh bien, il y a des transformations en masse et en volume qui s'opèrent. Et nous, en fait, on récupère le mortier résultant, donc qui a 800 ans plus tard. Donc la grande partie, on va dire, de l'eau qui était mise dans le mortier au départ s'est transformée en pores de différentes tailles. Là, on verra que la plupart font en fait que quelques microns et surtout quelques nanomètres de taille. La chaux s'est transformée en calcite. Par contre, le sable est resté intact, fidèle à lui-même depuis 800 ans. La méthodologie, sur quoi s'appuie-t-elle? Ben, elle s'appuie ici sur beaucoup de techniques qui vont de techniques, on va dire, relativement presque simples à des techniques beaucoup plus sophistiquées. Alors, comme on a fait des prélèvements, parfois on a fait de l'endoscopie pour aller voir un petit peu au fond des carottages, voir si on voyait des choses intéressantes ou pas sur des épaisseurs de joints, sur des décollements de mortiers, de pierres, de choses comme ça. Des observations macroscopiques, bah ça, il n'y a pas plus simple. On démarre par ça, forcément. De la colorimétrie pour caractériser, on va dire autrement que par des valeurs des appréciations du genre c'est un mortier blanchâtre ou blanc légèrement beige ou ce genre de choses. Rien de tel que d'avoir des valeurs, on va dire, très, très propres et très fixes, donc dans le modèle syllabe. Des mesures de masse volumique, de choses comme ça, donc qui permettent en fait de voir assez rapidement si on a différentes familles de mortiers qui apparaissent et qui se confirment, on va dire, avec les observations macroscopiques. La porosimétrie par intrusion de mercure, bon, ça c'est beaucoup plus technique à faire, mais on en a fait pas mal. De la microscopie, de la microscopie en fait optique pétrographique. On considère en fait que le mortier c'est une roche artificielle, donc on utilise des lames minces comme le font en fait les géologues. Diffraction des rayons X, ça marche en général un petit peu avec pour voir si on retrouve bien les bonnes espèces minéralogiques et autres, fluorescence des rayons X. De la microscopie, la thermoanalyse, thermogravimétrie et analyse thermo-enthalpique, et puis enfin la tomographie des rayons X. Alors, ces différentes méthodes donc, vont être utilisées pour donner des propriétés générales, pour retrouver la caractérisation du squelette granulaire. Donc, on veut connaître en fait quel type de sable, quelle granulométrie, d'où il vient et autres.
Et puis enfin, connaître également la phase liante. Quel type de chaux a-t-on? Alors, j'ai fait l'hypothèse dans la diapo précédente que c'était de la chaux, mais la chaux peut être plus ou moins hydraulique. Elle n'est pas, il y a différents types de chaux. Puis on peut également faire des ajouts supplémentaires qui donnent également une certaine hydraulicité au mortier. Et puis au final, eh bien, on peut reconstituer un mélange de manière expérimentale. Alors, si on regarde dans les grandes lignes quelques résultats qui ont été obtenus, donc la cathédrale de Paris, en fait, tous les mortiers, les 250 mortiers qui ont été prélevés se résument en gros à des mortiers à base de chaux, qu'on appelle ici mortiers de type A, que vous voyez représentés ici sous différentes sous-catégories qui vont de A1 à A5. Comment définit-on ces catégories? Alors là, c'est de la description visuelle, c'est en fonction de la taille des grains, en fonction également de la proportion de grains dans les mélanges. Et donc, voilà, ça permet de donner différentes catégories déjà dans une première approche. On va voir ensuite si à travers toutes les analyses qui vont être faites, bah, ces catégories, elles tiennent encore la route ou pas. L'essentiel des mortiers de la cathédrale de Paris sont en fait dans les trois catégories-là, c'est-à-dire A1, A2 et A3. A4 et A5, c'est relativement rare. On a aussi des mortiers de plâtre qui sont utilisés, mais ces mortiers sont utilisés essentiellement dans des rebouchages. On s'est posé la question de savoir si ces rebouchages, d'ailleurs, étaient des rebouchages du Moyen Âge ou s'ils étaient tardifs, et tout porte à croire qu'en fait que ces rebouchages étaient des rebouchages du Moyen Âge. Là, ici, on a donc des propriétés qui ont été faites sur 60 échantillons. Là, c'est les valeurs qui sont sous forme de résumé. Et on a donc les propriétés, on va dire, de masse volumique, des propriétés de porosité. On voit que les différentes catégories bah, s'individualisent les unes des autres. Les résultats en la mince, voilà, la mince en fait a permis de retrouver l'origine du sable. On avait des doutes du point de vue des archéologues de savoir si on avait affaire à des sables de la Bièvre, par exemple, qui est une petite rivière parisienne, ou si on avait affaire à des sables de Seine. En réalité, on trouve dans ces sables des morceaux de granit et des micas, des choses comme ça qui sont forcément typiques de la Seine puisqu'elle prend sa source dans le Morvan. Et puis, indépendamment de ça, on va voir par la suite que l'on va pouvoir également retrouver les proportions de liants et de grains à partir de ces lames minces, mais également à partir d'essais qui ont été faits en tomographie, donc des rayons X, donc en collaboration avec un autre labo là, qui est Géoressources, qui est un labo de géologie, qui a cet équipement qui est installé au niveau de l'Institut Jean Lamour, c'est-à-dire un tomographe à rayon X sur lequel on a pu faire de la microtomographie. Donc là, vous avez ici les échantillons de mortier. Alors, le problème de la microtomographie, c'est qu'elle ne peut pas résoudre, on va dire, la porosité de très très petite taille. Le voxel ici, c'est 10 microns. Et vous voyez que quand on analyse les mortiers de la cathédrale, donc au tomographe, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas totalement tous identiques. On a des variations dans les formes de grains, dans différentes choses qui peuvent être interprétées bah, par le fait qu'on n'utilise pas toujours du sable au même endroit autour de la cathédrale et que on par-dessus le marché, le gisement de sable dans la Seine n'est pas homogène. Alors, j'ai pas répondu à la question de savoir pourquoi on a fait de la tomographie au rayon X. C'est pour le fait que les échantillons que l'on a eu de mortier sont en général de petite taille. Bon, 250 échantillons, c'est nombreux, mais ils sont quand même relativement précieux. Et on a voulu essayer de passer autant que possible par des méthodes qui étaient non destructives. Et la tomographie l'est et permet en plus de caractériser un échantillon dans sa globalité, puisque le tomographe fait des quelques milliers de tranches, on va dire, sur un échantillon. Alors, ces tranches, justement, ont été analysées de différentes façons, soit en une technique qu'on appelle du comptage de points, avec un logiciel qui s'appelle J-Microvision, qui est pas mal utilisé par les géologues, et qui nous a permis de retrouver les proportions de pâtes, de grains et autres dans les différents mélanges. Le problème de cette technique, c'est que ça se fait en fait de manière manuelle, c'est très long. Il faut 250 points par tranche, 10 tranches dans un échantillon, et on a quelque chose qui n'est pas totalement représentatif. Donc, c'est plus représentatif, ceci étant, qu'une lame mince. Donc, on est passé par un autre système en utilisant un autre logiciel qui s'appelle Dragonfly, à faire du e-learning. Et là, cette fois-ci, eh bien, de cette manière-là, par deep learning, on arrive en fait à faire une analyse des 1200 tranches dans un seul et même échantillon. On a quelque chose de beaucoup plus représentatif. Ça nous donne quoi? Bah, ça nous permet en fait de retrouver les compositions des mortiers donc, du Moyen Âge
sur le plan surtout des compositions granulaires et puis sur le plan de la composition du liant, sachant que dans le liant, on a forcément une grande porosité qui existe également, mais qui est invisible au tomographe à rayon X. Et pour accéder en fait à cette porosité, on a utilisé le porosimètre à mercure, puisque cette technique, évidemment, permet d'investiguer donc des porosités qui sont beaucoup plus fines que ce que le tomographe peut voir. Et on s'aperçoit en réalité que quand on fait ce genre d'analyse sur les mortiers de la cathédrale, eh bien, on voit que la taille moyenne en fait des pores est aux environs de 1 micron et qu'en gros, la plupart des pores des mortiers de la cathédrale, comme beaucoup de mortiers d'ailleurs de chaux, est inférieur à 3 microns, donc totalement invisible pour le tomographe. On a également, par cette méthode, on arrive à caractériser, on va dire, plus ou moins la porosité totale du mélange, qui est de l'ordre quand même de 350 litres par mètre cube. Donc, ces mortiers sont très très poreux, ce qui est logique aussi et normal pour un mortier de chaux. Alors, dernière technique dont je vais parler aujourd'hui, donc des analyses, des thermo-analyses, donc en thermogravimétrie et puis en analyse enthalpique, qui nous ont permis, eh bien là aussi, de caractériser donc les mortiers de plâtre ou de chaux et de voir si on a une certaine hydraulicité ou pas dans ces mortiers, puis de voir également sur le plâtre si on a d'autres choses qui ont été mélangées ou pas. Alors, ces analyses nous ont montré que les mortiers étaient globalement homogènes, c'est chose qui apparaissait déjà d'une point de vue macroscopique, mais ça s'est confirmé là aussi sur les analyses qui ont été faites en thermogravimétrie sur un corpus d'environ 110 échantillons, ce qui est déjà beaucoup de travail. Alors, si on revient aux problématiques archéologiques, eh bien, ces différents mortiers, vous voyez, qu'on retrouve là, A1, A2, A3, A4, A5, eh bien, on regarde un petit peu où est-ce qu'ils se situent dans la cathédrale de Paris et on essaye en fait de savoir eh bien, si au final, on a un zonage des mortiers en fonction des époques de construction. Et là, force est de constater que l'on a un petit peu tous les mortiers présents à différents endroits dans la cathédrale. Donc voilà les conclusions, on va dire, actuelles qu'on pourrait faire. Je dis actuelles parce que l'étude n'est pas totalement terminée. J'ai encore un petit peu de travail pour tout finaliser. Et les grandes choses qu'on voit, c'est qu'on a des mortiers qui sont très homogènes, qui ont été faits avec beaucoup de soin, qui utilisent un sable de Seine qui a probablement été lavé, qui est de très fine taille. Donc c'est des joints qui sont relativement peu épais, 1 centimètre, et qui sont relativement homogènes donc au niveau de la cathédrale. Alors, avant que de repasser la parole à Émilie pour la suite, donc on parlait un peu de la reconstitution expérimentale, donc avec des mortiers qui ont été refaits au laboratoire, donc à partir de tout ça. Donc voilà les formules qui ont été établies. Donc ça, c'est du génie civil pur et dur, domaine dans lequel j'interviens aussi. Et puis des images, donc on voit qu'on est en train de refaire ces mortiers. Alors on voit que les mortiers ici sont pas de couleur très très blanche, ils sont un petit peu jaunâtres, ce qui nous a permis de montrer qu'en réalité, si on veut des mortiers bien blancs, il faut laver des sables. Les mortiers ici ont été refaits avec des sables de Seine. Alors cette étude, comme je le disais, est toujours en cours sur les mortiers historiques, mais également d'une manière beaucoup plus large dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Altior et qui est en cours, où, comme vous le voyez ici, on recrée des composites pierre, mortier et pierre pour en étudier les propriétés mécaniques. Donc là, on fait du génie civil pur cette fois-ci. On étudie ces composites, on essaye de voir comment ces mortiers montent en résistance et comment ils se déforment au cours du temps sous l'effet du chargement dû à la construction d'une cathédrale, par exemple. Et ces essais sont utilisés par d'autres collègues, notamment le laboratoire I2M qui est à Bordeaux, qui fait tourner ça dans des modèles pour voir à quelle vitesse on peut reconstruire une cathédrale. Alors pour refinir sur la construction de la cathédrale, le mortier qui a été mis au point, qui a été reconstitué, on va dire, à Nancy, a intéressé les architectes qui ont souhaité qu'un mortier similaire dans les compositions soit réutilisé pour la construction. Et là, vous avez, je vais finir là-dessus, des images de la reconstruction donc des voûtes de la cathédrale. Voûte qui était dans la nef, donc voûte qui avait été ici écroulée par la chute de la flèche lors de l'incendie. Et puis je termine sur cette vue, voilà, qui représente donc les cadres en bois qui supportent bien la voûte en reconstruction. Et ça me fait la transition pour Émilie qui, elle, travaille sur ce qui vient justement au-dessus de la voûte. À toi, Oui, Émilie. ça marche. Merci Jean-Michel. Donc oui, moi j'ai travaillé plutôt sur les matériaux de reconstruction. Donc c'est ce dont on va parler maintenant et un aspect aussi qui tient à la durabilité au feu.
Donc la voûte, comme l'a dit Jean-Michel, elle est constituée d'une structure maçonnée, donc ça va être en pierre calcaire avec un mortier de chaux. Ensuite, par-dessus, pour la reconstruction, on a un mortier de ragrage et de renforcement pour renforcer les propriétés mécaniques. Et enfin, se poser la question de la possibilité d'ajouter une protection passive sur le dessus, donc à l'extrado de la voûte. Pourquoi? Parce que en fait, à l'origine, il y a des traces d'une telle chape, une chape de plâtre, à certains endroits, donc qui agissait comme protection passive. Donc voilà, dans une idée de reconstruction à l'identique, on se pose la question, est-ce qu'on refait une couche de plâtre? Et l'avantage évident, ce serait l'aspect protection incendie, puisque lors de la reconstruction, même si on a mis en place des systèmes de protection active, comme un système de brumisation par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir une protection passive qui va être vraiment durable dans le temps. Donc la question de ce projet, c'était est-ce qu'on met en place une solution de protection passive? Si oui, laquelle? En plâtre, comme à l'origine, ou alors avec un autre matériau? Et comment se comporte un élément de voûte? Donc l'ensemble d'un élément avec la structure maçonnée, le mortier de renforcement par-dessus et par-dessus la protection passive. Donc ça, c'est un travail que j'ai réalisé quand j'étais en postdoc au LRMH, le laboratoire de recherche des monuments historiques, financé par l'établissement public et où beaucoup de partenaires sont intervenus. J'expliciterai un petit peu plus leur intervention. Et donc je continue de travailler aussi là-dessus, étant rattachée maintenant à l'IGL. Donc, la protection passive, comment ça a marché? On va pouvoir agir sur différents paramètres. Il va y avoir l'épaisseur, dans un premier temps, l'épaisseur de la couche, et également plus directement des caractéristiques du matériau qu'on va utiliser en protection passive, donc que ce soit la conductivité thermique pour jouer sur l'isolation, mais aussi l'inertie et même la chimie, où on peut utiliser des réactions de changement de phase qui vont consommer de l'énergie pour ralentir la montée en température. Les solutions techniques qui sont possibles, on va avoir des produits projetés, qu'on va pouvoir projeter directement sur les voûtes, des produits préfabriqués et assemblés, donc soit directement qu'on va poser sur le support, soit qui sont au voisinage, à proximité. Et il existe aussi des peintures intumescentes qui vont gonfler sous l'effet de la chaleur. Nous, dans le cadre de Notre-Dame, on avait quand même un cahier des charges à respecter. Et un point important, notamment pour les architectes en chef des monuments historiques, c'était la lecture et la visibilité des voûtes. Donc c'est avec ce critère-là qu'on est parti plutôt sur des produits projetés pour garder justement la forme des voûtes. Ensuite, il y a l'ouvrabilité aussi du matériau appliqué, puisque si en plus on doit utiliser un produit projeté, il faut que ce soit assez liquide pour pouvoir le projeter, mais aussi assez ferme pour adhérer au support et être capable de soutenir son propre poids pour pas que ça coule sur les côtés, vu qu'on est en train de travailler sur des voûtes. Autre point important, la charge qui sera appliquée sur les voûtes. Donc là, ça va jouer sur la densité du matériau et aussi sur l'épaisseur de la couche qu'on va appliquer. Il faut que le matériau il soit bien compatible avec les matériaux sous-jacents, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème de pollution, amener de la pollution dans la structure maçonnée surtout. Et enfin, bien protéger les matériaux de structure. Pour bien protéger un matériau, il faut bien le comprendre, et donc c'est pour ça qu'au départ, on a mis en place une méthodologie pour étudier le comportement des matériaux sous sollicitation thermique sévère. Donc c'est ce dont je vais parler maintenant. La méthodologie qu'on a mis en place, c'est une étude multi-échelle. Donc en commençant par la micro-échelle, où on va étudier des chauffes donc isothermes ou non isothermes. On va regarder l'évolution de la microstructure, les réactions chimiques qui ont lieu. Donc là, je vais vous présenter en passant par l'exemple du plâtre. Ici, vous avez une vue au MEB d'un échantillon de plâtre. Ici, vous avez les réactions chimiques qui ont lieu lors de la chauffe du plâtre, avec où on voit dans un premier temps la déshydratation du gypse et ensuite la décarbonatation de la calcite. Donc dans un projet précédent, ces réactions ont été modélisées, enfin les cinétiques ont été modélisées, et ça nous permet de passer ensuite à la mésoéchelle. Ah, moi j'ai un petit bug là. Non, c'est bon. À la mésoéchelle, on va regarder un volume représentatif du matériau poreux, avec des chauffes isotropes et isothermes en conditions libres, où on va utiliser, en fait, on va faire effectuer une chauffe uniforme sur l'ensemble de notre échantillon pendant 2 heures. Donc les échantillons, ils se présentent sous cette forme-là, donc des cylindres de 16 mm de diamètre, 32 mm de hauteur.
Et on va regarder alors des propriétés comme la dilatation, le retrait, mais aussi la porosité, la masse volumique, et des propriétés mécaniques et thermiques. Et la compréhension des phénomènes à la microéchelle, et notamment la modélisation des cinétiques chimiques, vont permettre de modéliser le comportement à la mésoéchelle. Et notamment, donc par exemple ici, alors là j'ai un petit élément qui a disparu, mais c'est la perte de masse que vous avez ici en fonction de la température. On a nos points expérimentaux en orange, et connaissant les cinétiques chimiques, on a pu modéliser le comportement de l'ensemble, le comportement du matériau sur l'ensemble de la plage de température ici. Donc là, c'est pour la perte de masse, mais on l'a également fait pour des propriétés mécaniques. Vous avez par exemple ici la contrainte limite de cisaillement à la rupture en fonction de la température. Une propriété intéressante pour tout ce qui est notamment desquamation, pour voir à quel moment ça va casser en cisaillement. Et enfin, troisième échelle sur laquelle on a travaillé, c'est la macroéchelle, où là on a pris un volume plus important de matériaux pour qu'il soit représentatif de l'élément de structure. Dans notre cas, c'était des plaques de 50 cm sur 50 cm, avec des chauffes unidirectionnelles et non isothermes en semi-empêchement. Donc la chauffe, elle se faisait en fait par une face, par le dessous, qui était la surface exposée. Et on utilisait une chauffe ISO 834, donc une chauffe qui doit représenter la montée en température qu'on a lors d'un incendie. Donc vous avez ici le graphe correspondant à la chauffe, et surtout vous voyez la vitesse de chauffe qui est très intense. On arrive à plus de 1000 degrés un peu après 1 heure. Donc ici une photo de la manip. Vous avez ici une plaque de plate de 50 sur 50 qui est posée sur le four. Et vous voyez, les petits points noirs, ce sont en fait des capteurs, des thermocouples qui ont été insérés à différentes profondeurs de la plaque de plâtre pour regarder les transferts thermiques. On a aussi regardé les transferts de masse en faisant plusieurs manips à différents temps de chauffe et en regardant la perte de masse. On a regardé également la déformation de la surface non exposée, celle qui est visible ici, et l'endommagement. Et donc ce qu'on a pu faire, ayant étudié la micro et la méso-échelle auparavant, c'est qu'on a modélisé ce qui se passait à la macro-échelle en considérant notre plaque comme une somme d'éléments mésoscopiques. Et on a pu ainsi regarder ce qui se passait à la macro-échelle et confronter ça aux résultats expérimentaux. Ici, vous avez de nouveau un graphe de perte de masse, mais cette fois-ci, donc c'est en fonction du temps, lors de la chauffe, lors de l'essai-feu qu'on a effectué sur cette plaque. Euh, les losanges noirs, c'est les points expérimentaux, et les courbes représentent les modélisations calculées d'après les modèles qu'on avait à l'échelle mésoscopique. Et donc on peut voir, donc c'est ici la courbe bleue, la somme des deux phénomènes, donc la décomposition de la calcite et la décomposition du gypse, qu'on est assez proche des résultats expérimentaux. On a fait la même chose pour les propriétés mécaniques et pour la déformation, pour voir justement à quel moment il pourrait y avoir rupture et confronter ça aux résultats expérimentaux, au schéma d'endommagement qu'on observait. Et donc c'est comme ça qu'on a défini un degré coupe-feu en fonction, donc pour le plâtre, en fonction de l'épaisseur du plâtre et de sa formulation. Donc voilà pour la méthodologie qu'on a utilisée, donc multi-échelle. Là je vous ai présenté dans le cas du plâtre, mais on l'a également fait pour le calcaire et le mortier de renforcement mécanique. Et résultat important, pour le calcaire, le critère qu'on retient avant endommagement mécanique, c'est un seuil de température à 300 degrés. Alors en réalité, il est un petit peu après, mais nous on retient par sécurité 300 degrés. Donc c'est la température qu'on ne veut pas dépasser pour préserver les propriétés mécaniques. Et concernant le plâtre, comme je le disais juste avant, il présente une bonne protection passive. Par contre, avec le plâtre, il y a le problème d'un potentiel risque de contamination par les sulfates. Et donc c'est pour ça que, en considérant notre cahier des charges qu'on avait au départ, euh, on a laissé de côté ce matériau-là et on est passé à un autre produit, plutôt au développement d'un autre produit qui répondrait à toutes les contraintes auxquelles on devait faire face. Donc ce produit, je ne vais pas rentrer dans le détail de la formulation parce qu'il est encore en, en fin de développement. Mais on a effectué cette méthodologie multi-échelle là-dessus. Et donc le dernier point, la dernière question qu'il faudrait se poser, c'est alors qu'est-ce qui se passerait à pleine échelle quand on considère un élément de voûte complet, c'est-à-dire avec les trois matériaux, la structure maçonnée, le mortier de renforcement et par-dessus notre protection passive. Donc pour ça, on a fait un essai à la pleine échelle à l'aide du CERIM, un centre d'essai au feu. Donc là, vous avez les schémas de la maquette, donc c'est vraiment un élément de voûte avec 3,35 mètres
de longueur sur 1,25 m de largeur. On va pouvoir prendre en compte différents éléments, notamment un effet de courbure, un effet de maçonnerie, un comportement empêché là, sur les côtés et une chauffe par l'extrado, comme c'était le cas lors de l'incendie de 2019. Donc, je vais vous montrer rapidement la constitution de la maquette qui a été faite par l'entreprise Lefebvre. Donc là, vous avez la structure qui a été utilisée pour avoir le rayon de courbure de 22 mètres, comme c'est le cas sur la cathédrale. On a utilisé des pierres calcaires de Saint-Maximin, qui ont été utilisées aussi pour la restauration, et du mortier à base de chaux, comme celui dont a parlé Jean-Michel tout à l'heure. Par-dessus, la couche de renforcement mécanique de 1 cm d'épaisseur, et par-dessus, on a notre couche de protection passive sur une épaisseur de 5 cm. Après les 3 mois de cure, donc on avait atteint à peu près la stabilisation massique, on avait un état lisse de la couche, avec donc au final, pour une vue de profil, notre maçonnerie calcaire, ici notre couche de renforcement mécanique de 1 cm d'épaisseur, et par-dessus notre couche de protection passive. Donc, au final, la maquette ressemblait à ça, après les 3 mois de cure, et donc là vous voyez, il y a plein de fils qui dépassent. Donc ces fils correspondent à des capteurs, puisqu'on a instrumenté notre voûte pour pouvoir suivre son comportement lors de la chauffe. Donc ça, ce sont des thermocouples. Il y a 9 zones de mesure et pour chaque zone de mesure, 20 thermocouples pour vraiment aller à toutes les profondeurs. Donc on a 10 thermocouples qui sont dans la maçonnerie calcaire, 2 thermocouples dans la couche de renfort et 8 thermocouples dans la couche de protection passive, qui étaient placés à différents endroits selon ces 3 axes dans l'élément. On a également des capteurs de force qui sont posés sur les côtés. Et là, comme vous voyez la maquette installée dans le four, on peut voir ici les brûleurs qui permettaient de chauffer par l'extrado. Et enfin, de l'instrumentation aussi au niveau de l'intrado, donc sous la voûte, avec des capteurs de déplacement, mais aussi des caméras infrarouges et un lidar pour suivre la déformation de l'intrado. Donc, je vais vous présenter assez rapidement quelques résultats, les résultats les plus importants. Donc déjà, il faut savoir que l'essai, il a duré 5 heures en tout, ce qui est un temps assez long. Et ici, vous avez une première courbe qui est l'évolution, pour une des zones étudiées, l'évolution de la température en fonction du temps. Au niveau des courbes qu'on a, on a la température du feu, donc la température qu'on a appliquée à l'extrado, sur la courbe rouge. Sur la courbe orange, on a les 2 courbes oranges, c'est la protection passive, donc au niveau supérieur vers l'extrado, au contact du feu, pour la courbe continue, et au niveau de l'intrado pour la courbe en pointillé, donc à l'interface avec le renfort mécanique ici qui correspond aux courbes en gris, et enfin les courbes en bleu qui correspondent au calcaire. Donc avec ce graphe, on peut bien voir que il y a eu mise en place d'une barrière thermique par la protection passive pendant près de 4 heures. Donc pendant les 4 premières heures, la température dans le renfort mécanique et dans le calcaire reste relativement basse, et elle commence à monter légèrement, notamment dans le renfort mécanique après 4 heures. Si on regarde au niveau des profils de température, donc au début de l'essai, bon, évidemment on est à température ambiante partout, et à la fin de l'essai, ce qu'on peut voir, c'est dans le calcaire, la température reste relativement basse, ça monte un petit peu quand on passe au renfort, et enfin dans la protection, alors là on a une évolution qui est quasi linéaire de la température, et on passe d'environ 150 jusqu'à 1000 degrés. Caractéristique d'un matériau isolant. Et pour finir, juste une image des caméras infrarouges qui montre un échauffement qui est relativement homogène, avec, il faut noter quand même, un échauffement qui est plus rapide dans les joints que dans la pierre. Voilà, donc pour conclure sur ces travaux, donc on a pu développer une démarche complète de la micro jusqu'à la pleine échelle pour étudier les matériaux à haute température. La couche de protection qu'on a développée a montré un bon potentiel avec une protection des matériaux sous-jacents. Donc on a au maximum dans le renfort, le mortier de renfort 126 degrés. Dans le calcaire, on était au maximum à 92 degrés, au voisinage de l'interface. Et ça nous permet d'aller vers une validation du produit qu'on a développé qui coche quasiment toutes les cases de notre cahier des charges. Et donc, il est encore un peu à l'étude pour pouvoir finalement, possiblement, le développer sur la cathédrale. Donc, pour finir
sur ces études et sur le chantier de Notre-Dame. Donc les études scientifiques qui ont été réalisées sont vraiment des études transversales avec des projets qui sont encore en cours. Donc ce sont des projets qui impliquent beaucoup de personnes et donc c'est pour ça que là vous avez sur cette diapo les personnes qui ont participé à la partie du projet de Jean-Michel, donc sur les mortiers historiques. Donc c'est des projets encore en cours, donc comme parlait Jean-Michel, il y a le projet Altior en ce qui concerne les mortiers, et en ce qui concerne ma partie sur cette protection passive, on est aussi beaucoup de personnes à être intervenues, et cette protection qui est encore en cours, en fin d'élaboration, en cours de finition, dirons-nous. Et ces résultats, donc il y en a une partie qui a été utilisée pour la reconstruction, mais on espère qu'ils seront aussi utiles à d'autres monuments en France et pas entre guillemets que pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hop, voilà. Si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Merci pour ces recherches passionnantes sur la structure et la protection de Notre-Dame. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Éventuellement, on a le temps de prendre une question. Non, pas de question. Bon, je peux poser une question. Vous avez parlé éventuellement comme méthode d'étude la microscopie électronique en transmission. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus par rapport à toutes les caractéristiques que vous avez pu établir? Donc ça, je pense que c'est oui pour la partie qui me concerne. Alors, on en a fait très peu, de la microscopie en transmission. À un moment, ce qu'on a cherché à savoir, c'est si on avait des phases qui étaient encore amorphes ou pas dans les matériaux. Et Mhm. donc, en faisant des clichés de diffraction sur certaines phases et autres, on voulait savoir si on avait de la matière qui était parfaitement cristallisée ou qui était en partie amorphe. Voilà. On n'en a pas fait beaucoup en réalité, mais on en a fait un tout petit peu, surtout au début de l'étude. En fait, dans ce genre de choses, c'est plutôt la microscopie électronique à balayage qui est plutôt intéressante. D'accord, merci.